Fabien Di Filippo, bonjour. Bonjour. On va parler des Républicains, bien sûr, mais on va commencer par le programme de la justice, la loi de programmation de la justice qui a été dévoilée par Éric Dupond-Moretti hier. Un budget en hausse, un gros effort. En 2027, il y aura 11 milliards. 10 000 personnes seront recrutées, dont 1500 magistrats, 1500 greffiers. Ça vous semble un renforcement de la justice suffisant et qui mérite louange ? Vous savez, moi, quand on me parle de la justice, je dis toujours qu'il faut reprendre la problématique pénale et carcérale à l'inverse de la chaîne et ne pas juste se concentrer ou stigmatiser le laxisme prétendu des juges ou alors la question des moyens. Je donne juste 2 chiffres pour qu'on comprenne. Aujourd'hui, eh bien, on a en France un quart de détenus étrangers, pour moins d'un dixième de la population. On approche les 68 000 détenus. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas vocation à être présentes sur le territoire national parce qu'elles n'en respectent pas les lois. Et donc, le problème de la surpopulation carcérale, on ne peut pas l'envisager sans parler de la présence des détenus étrangers. Il faut quand même qu'ils purgent leur peine en France, parce que si on les renvoie dans leur pays, ils vont être dispensés de peine. Bien sûr, oui. Hormis quand il y a des accords bien particuliers, bien mais sûr. Sinon, effectivement, on a bien sûr tiré les leçons de la suppression de la double peine aujourd'hui, parce que vous avez aussi la question de la récidive. C'est le deuxième chiffre que je voulais donner. Oui. Vous avez 45% des personnes qui sont sorties de prison en 2016 qui, dans les 2 ans, avaient récidivé. Ça veut dire que on a à la fois le problème de la surpopulation carcérale, mais on a aussi le problème de ce qu'est la prison aujourd'hui. Elle est criminogène. Eh bien, c'est une proximité avec la grande délinquance. Ça, c'est clair. C'est une désocialisation de l'individu. Elle ne ramène pas assez peut-être vers le travail, parce que quand vous sortez de prison, que plus personne ne veut vous approcher, que c'est très dur de trouver un travail, eh bien, on rebascule plus facilement dans la délinquance. Ensuite, sur l'effort budgétaire dont vous parliez, quand on parle d'une augmentation à peu près un peu moins d'1,5 milliard d'euros sur cette période des 4 ans. Si l'inflation est un peu plus de 3% sur cette période, c'est comme s'il n'y aurait pas eu d'augmentation budgétaire. Et donc, eh bien, aujourd'hui, on est à un rythme double de celui dont je parle. Donc, le risque, eh bien, c'est qu'au final, en réel, il y ait plutôt une diminution qu'une augmentation. Je ne fais pas partie de ceux qui ne considèrent pas que c'est un effort budgétaire important et on doit maîtriser nos dépenses. Mais ça veut dire, si on fait des efforts sur la loi de programmation militaire, sur la loi de programmation de la justice, il faut dire par ailleurs comment on rééquilibre notre modèle social pour faire des économies. C'est-à-dire que vous qui incarnez une droite qui se veut soucieuse des petits aussi, vous êtes soucieux aussi quand même du rétablissement des comptes publics. Ça doit rester l'apanage de la droite. Oui, parce que vous en rendez bien compte aujourd'hui. On dit quoi qu'il en coûte. Emmanuel Macron dépense des milliards et des milliards en période préélectorale. Je souligne bien. On n'était plus dans la crise, on était en période préélectorale. Et donc aujourd'hui, on assiste à une inflation très très forte. Alors c'est la conséquence d'erreurs sur l'énergie, mais aussi de cette injection massive de centaines de milliards d'euros et de la surchauffe de l'économie. Qui en paye les pots cassés quand il y a une telle inflation et qu'on n'a pas été assez rigoureux sur notre dépense publique? Ce sont avant tout ceux qui ont des petits salaires et donc nos ménages moyens ou avec des gens au SMIC ou un couple où les deux gagnent moins de 2 000 euros. Et c'est des gens qui aujourd'hui, vous savez, s'il y a une telle colère dans notre pays, les retraites ont été qu'un catalyseur, mais c'est parce que ces ménages moyens, ils travaillent et ils ne s'en sortent plus. Alors, je reviens sur la justice. Vous le disiez, en effet, on est en surpopulation carcérale, 120% d'occupation. La prison endurcit le criminel. Le garde des Sceaux propose justement plus de TIG, les travaux d'intérêt général. Est-ce que ça, c'est une piste que vous approuvez ? Oui, après, il faut avoir conscience aujourd'hui de la difficulté de recevoir, même dans une collectivité ou dans une entreprise, une personne pour les effectuer. En termes d'encadrement et en termes de définition des missions, il faut qu'à ce niveau-là, on soit capable d'accompagner les personnes. Bien entendu, remettre quelqu'un au travail et le rapprocher d'un projet professionnel, ce sera toujours une excellente chose. C'est le premier facteur d'insertion dans notre société. Ce qui est vrai pour tout le monde est vrai pour les détenus. Il faut qu'ils puissent le plus possible travailler, que ce soit dans le milieu carcéral ou en dehors. Et donc, ça veut dire oui à la hausse des TIG. Ça fait partie des choses qui vont dans la bonne direction. Mais alors, comment on les accompagne et avec qui ? Le garde des Sceaux a un autre chantier devant lui, c'est celui de réfléchir avec le ministre de l'Intérieur à une loi sur les casseurs, après les événements notamment du 1er mai. Si vous teniez la plume, que mettriez-vous dans une telle loi ? C'est c'est un sujet assez complexe parce que bien entendu, c'est ce qui a choqué en grande partie nos concitoyens au cours des derniers jours, de voir des personnes se livrer à tels actes de violence, des tentatives de meurtre sur des dépositaires de l'ordre public et sur les forces de l'ordre. On ne peut pas accepter ça. Maintenant, il y a la question de l'identification de ces personnes, la question de l'usage des drones. Moi, je suis favorable que quand il y a de tels événements, puisqu'on est face à des gens, vous voyez bien, quand c'est des manifestations organisées par les syndicats, cadrées par les syndicats avec uniquement leurs militants, ça se passe extrêmement bien. Par contre, on a la problématique de ces groupuscules violents en dehors de la société, en dehors de toute organisation réelle et qui arrivent à se mêler au cortège. Donc, il faut utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir les identifier dans un premier temps.
Y compris des arrestations préventives, c'est-à-dire on sait qu'ils ont été violents dans une manifestation il y a quelques semaines, on les met en garde à vue 24 heures le jour de la prochaine manif? Je ne suis pas forcément d'accord avec le concept d'arrestation préventive parce que ça sous-entendrait qu'on arrête quelqu'un avant qu'il ait fait quelque chose de mal. Ce qu'il peut y avoir derrière pour des personnes, c'est l'interdiction de manifester. Et auquel cas, s'ils sont interdits de manifestation à titre personnel pour un comportement dangereux qu'ils ont eu par le passé, eh bien, s'ils viennent se mêler à un cortège en sachant qu'ils y sont interdits, là, à ce moment-là, ils commettent quelque chose de répréhensible et on peut les appréhender. C'est plus sous cet angle-là que je le prendrai. Alors, on a appris hier soir qu'il n'y aurait pas de référendum d'initiative partagée sur les retraites. La deuxième demande a été rejetée par le Conseil constitutionnel. L'espoir maintenant de ceux qui s'opposent à cette réforme, et vous en étiez, c'est la loi déposée par le groupe Lyotte le 8 juin. La voterez-vous ? Alors, cette loi est très incomplète. La manière dont on a bien vu, nous on a pu examiner que 2 articles sur les 20 du texte à l'Assemblée. On a sanctionné aussi par le vote des motions de censure un déni de démocratie. Vous voyez bien, ce 49.3 a eu des conséquences bien au-delà des retraites dans la capacité à agir. C'est la méthode qui était plus choquante encore que le fond. Et le fond l'était aussi à mon sens. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, eh bien, le système par répartition est en difficulté. Et la pente démographique en sortie de Covid s'est accélérée, elle baisse. Moins d'actifs, plus de personnes âgées, on s'en sort plus. Et ça va, la population va vieillir à un rythme accéléré. Quand le général de Gaulle crée le système par répartition, il y a 3 ou 4 enfants dans chaque foyer. Dire aujourd'hui aux gens qu'on peut soutenir un système par répartition qui assure des bonnes pensions à tout le monde, c'est une foutaise puisque ça voudrait dire avant 2040, dire 68, 70 ans. Le courage aujourd'hui, c'est pas seulement d'abroger cette loi, c'est de dire qu'est-ce qu'on propose comme alternative pour financer le système. Un pays comme les Pays-Bas, qui a le meilleur niveau de retraite, 97% des gens ont à peu près 2400 € bruts par mois, a un système par répartition, avec un système de complémentaire en fonction de vos entreprises et un étage de capitalisation. On sera obligé, dans une démographie comme la démographie occidentale, d'aller vers ce type de système. Sinon, on fera travailler les gens beaucoup plus longtemps pour avoir des moins bonnes pensions. Et la loi Lyotte ne le propose pas, ça ? Non, la loi Lyotte propose d'abroger la loi et puis d'ouvrir une convention pour parler des modalités de financement. On peut dire que le gouvernement a mal agi, que ces propositions ne sont pas bonnes. Mais alors, on doit proposer des alternatives claires et regarder les gens les yeux dans les yeux. Donc, vous ne la voterez pas, elle est trop incomplète. En l'état, on essaiera de l'amender le plus possible. Si ça va dans le sens de ce que je vous ai dit, eh bien, je n'exclus pas de la voter. Je laisse toujours sa chance au débat parlementaire. Mais en l'état, elle n'est pas satisfaisante pour moi. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi vous aviez voté la motion de censure déposée par le Rassemblement national il y a quelques semaines. Il fallait faire feu de tout bois contre ce gouvernement ? J'ai une responsabilité vis-à-vis de ma famille politique, mais j'ai surtout une responsabilité vis-à-vis de mes électeurs qui m'ont choisi pour voter la loi en leur nom et vis-à-vis aussi à un moment donné de l'institution. Il y a 2 types de motions de censure. Les motions de censure spontanées, quand vous voulez renverser un gouvernement, elles viennent des députés. Dans ce cas, il faut un accord programmatique fort. Oui. Et puis les motions de censure qu'on subit quand le gouvernement déclenche un 49.3 pour échapper à un vote. Et donc là, on se prononce uniquement sur le point que le gouvernement a voulu esquiver et sur le déni de démocratie. Donc j'avais dit dès le mois de janvier que je voterai les motions de censure d'où qu'elles viennent. Et si vous lisez le contenu, elles parlent uniquement de ça et de rien d'autre. C'est-à-dire que la proposition de loi que le Rassemblement national va déposer pour abroger la réforme des retraites, on l'a appris hier soir, vous ne la voterez pas forcément. Non, comme je l'ai dit, c'est pas la même logique. C'est toujours une considération de fond. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce texte ? Classique, 60 ans, si on a travaillé avant 20 ans, 62 ans. Bon. Ouais. Mais derrière, à l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Ma responsabilité, je suis un opposant depuis 2017. Ce n'est pas de donner un blanc-seing à la politique du gouvernement ou être otage quand ils disent ce sont vos propositions. Mais ma responsabilité, c'est de tracer des perspectives crédibles pour l'avenir, pour redresser le pays. S'il n'y a pas ces perspectives d'avenir dans les textes, si c'est juste pour faire un croche-pied au gouvernement et le faire tomber, ça ne suffit pas. L'avenir, c'est plus d'actifs, vous le disiez, donc plus d'élèves dans les lycées professionnels. C'est ce qu'Emmanuel Macron va dire en déplacement aujourd'hui. Vous soutenez ce développement du lycée professionnel où il y a encore trop d'échecs ? Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, on a fait des filières de professionnels, des filières de relégation pendant des décennies. Et je le vois bien parce que moi, je viens d'un territoire plutôt rural. Donc, le tissu économique a besoin de ces bacheliers professionnels avec des compétences artisanales, techniques, très, très fortes. Et le pays et notre économie en a besoin. Donc, aujourd'hui, comment on protège des filières dans l'enseignement professionnel, y compris jusqu'au BTS, jusqu'à la licence professionnelle pour ces personnes-là? Comment on revalorise l'enseignement professionnel? Parce que je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, comme on envoie tous les élèves en difficulté vers la voie professionnelle, si vous regardez les statistiques du ministère, c'est celle qui concentre le plus de difficultés La moitié sociales. des décrocheurs sont là. Et voilà, et des difficultés de délinquance. Donc tous les parents sont réticents aujourd'hui à y envoyer leurs enfants. Donc il y a tout ce travail-là à faire. Est-ce qu'il faut, comme certains le proposent et le gouvernement l'envisage, donner un petit salaire à ces élèves qui sont au lycée professionnel? Ils sont en pré-entreprise en quelque sorte. À partir du moment où ils s'engagent d'une manière ou d'une autre, que ce soit en
alternance, je mets des guillemets, Oui. ou en stage, ça pourrait être une bonne chose. Donner le goût du travail, montrer que quand on fait des efforts, il y a une rétribution. Et comme je le disais, donner des vraies raisons de nouveau de retourner vers ces filières, parce que ce sont des métiers qui ont du sens. Ce sont des filières où on peut devenir chef de sa propre entreprise très rapidement et où on peut évoluer. Et c'est ce message-là qu'il faut véhiculer. Pour qu'il y ait plus d'actifs, est-ce qu'il faut aussi être plus sévère avec les conditions d'attribution du RSA, comme l'envisage le gouvernement ? Évidemment. Alors moi, j'ai la particularité d'être le député qui propose dans chaque texte budgétaire de supprimer la hausse du RSA. Parce que, vous savez, je vois dans de nombreuses situations des personnes qui gagnent plus dans certaines situations sociales, familiales précises, en cumulant prestations familiales et RSA, eh bien, elles gagnent davantage que si elles reprenaient une activité au SMIC. Les Républicains ont tenu un séminaire. C'était quoi, de la réconciliation, de la réinvention ? Ça a fonctionné ? Je pense que après l'épisode, vous l'avez dit, on a eu une analyse politique différente pour partie d'entre nous sur les retraites. C'est bien de reposer les choses sur le fond avec des sujets qui peuvent paraître lourds mais qui sont très importants économiquement, sociétalement, et se rendre compte qu'effectivement au niveau des valeurs, on a 95% de points communs. Et il faut regarder l'avenir et avancer ensemble au-delà de cet épisode. L'avenir, ça sera aussi la présidentielle. Cette droite que vous représentez avec quelques autres, qui a fait entendre sa voix dans ce débat sur les retraites, elle a vocation à être représentée à la présidentielle ou à la sélection pour la présidentielle ? Dans la situation qui est la nôtre, après la dernière présidentielle, je crois qu'on doit faire preuve d'énormément d'humilité. La première des conditions, c'est de reconnaître que quelle qu'ait été notre position dans ce débat-là, à 95%, on partage les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, eh bien, il y a sans doute une personne qui, je trouve, moi, est mûre politiquement, est mieux préparée, gère très bien sa région et qui peut être notre espoir pour 2027, c'est Laurent Wauquiez. Mais qui a été bien silencieux, là. Parce que vous savez, nous, quand on est parlementaire, on dit toujours, ne vous mêlez pas, c'est notre travail. Moi, je réponds devant mes électeurs. Et donc, on peut pas toujours dire, eh bien, nous, on sait ce qu'on a à faire, on s'en occupe, et aller chercher du réconfort ailleurs. Il n'est pas parlementaire. Il gère très bien sa région, c'est son travail. Je ne lui dis pas, moi, ce qu'il a à faire dans sa région. Et donc, inversement, eh bien, c'est moi le député. Fabien Di Filippo, merci et bonne journée. Merci. Merci messieurs, on retiendra en l'état, la loi Lyotte n'est pas satisfaisante. Christophe, eh bien vous recevrez demain dans le Barbier du matin Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly. À demain. À demain.